13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Stéphanie Demuru sur Europe 1, 13h18. Stéphanie, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste et écrivain Vincent Roy et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Absolument. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Vincent Stéphanie. Roy, bonjour à Nathan Dever. Alors évidemment, on parle de François Bayrou. Ça y est, enfin, il est à Mayotte. On l'attendait de pied ferme là-bas, aux côtés de 5 ministres, dont Elisabeth Borne et Manuel Valls. Il promet une reconstruction en 2 ans. C'est un sacré défi qu'il se lance, Vincent Roy, François Bayrou. Reconstruction ou construction ? Parce que le cyclone terrible a fait son œuvre. Il faut toujours rappeler que Mayotte, c'était, et c'est toujours peut-être, mais enfin c'était le plus grand bidonville d'Europe. Et donc il va s'agir de reconstruire pour loger qui ? Deuxième question. Va-t-on loger des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire ? J'ai entendu ce matin une déclaration de François Bayrou qui disait si on ne règle pas la question, enfin si on ne pointe pas la question migratoire à Mayotte, on ne comprend rien des phénomènes qui se trament là-bas. Alors, il faut quand même ajouter qu'il vient avec 2 ministres d'État, ce qui n'est pas rien en tous les cas du point de vue du symbole. Ex-premier ministre d'ailleurs, tous deux. Ministre, absolument, et c'est la raison même pour laquelle ils sont ministres d'État, sans quoi on ne les aurait pas aussi bien reçus, bien que le titre ne soit qu'honorifique, mais enfin, ils y tiennent, a priori, et ils ont raison. Il vient avec 2 ministres d'État, et surtout, je crois que il doit venir, parce que vous avez vu, il a repoussé d'une journée. Il vient avec un vrai plan d'attaque. Oui. Là, toute la journée, il est en consultation. Et ensuite, et alors surtout, à mon avis, il vient avec un chéquier solide. Mais alors, où trouve-t-il l'argent? On va parler de tout ça, mon cher Vincent. Vous me faites le déroulé de tous les thèmes. Ça y est. L'émission est terminée. Avant de vous donner la parole, Nathan Dever, je voudrais vous faire écouter une habitante justement de Mayotte sur cet objectif des 2 ans. Les dégâts sont tellement énormes sur place, sur le terrain. Les maisons sont saccagées. Il n'y a rien qui tourne normalement. Pour une reconstruction sur 2 ans, pour moi, ma foi, ça va être un peu compliqué de reconstruire l'île en 2 années. Et aujourd'hui, nous attendons vraiment du concret, des actes, parce que la situation, elle est très, très critique à Mayotte aujourd'hui. Oui, Nathan Dever, évidemment, ils attendent du concret, ces habitants, puisque pas grand-chose ne fonctionne là-bas. L'hôpital de Combani, l'aéroport, enfin bref, tout est détruit. Est-ce que François Bayrou va réussir à finalement renouveler l'exploit d'Emmanuel Macron concernant Notre-Dame, puisque c'est vrai qu'on a souvent fait la comparaison entre les deux. Oui, mais on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Bien sûr. Si on devait faire une comparaison, c'est pas la même chose parce que c'est pas une catastrophe naturelle, mais je trouve que ça fait plus penser à l'explosion du port de Beyrouth. Ça veut dire une catastrophe qui vient révéler une situation qui était déjà catastrophique et qui appelle non pas donc une reconstruction, encore moins une reconstruction à l'identique comme pour Notre-Dame, mais qui appelle à un sursaut. Et ce sursaut, alors on verra ce que va annoncer François Bayrou tout à l'heure et demain, mais quelle va être la nature de ce sursaut ? En effet, reconstruire des bidonvilles, non merci. C'est une honte qu'il y ait des bidonvilles quelque part. Et pourtant, on commence déjà à les reconstruire sur place. Bien sûr, mais c'est une honte qu'il y ait des bidonvilles sur le territoire de France au XXIe siècle. C'est hallucinant. Deuxièmement, vous parliez de la question migratoire. En effet, c'est une question très importante. Ensuite, quelle va être la réponse donnée ? Je pense que la réponse n'est pas du tout de stigmatiser les personnes qui arrivent à Mayotte. Et d'ailleurs, c'était le problème, vous savez, du moment où on avait démantelé les bidonvilles, c'est qu'on ne prévoyait rien pour reloger les personnes qui dormaient dans des bidonvilles. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui s'y opposaient. La question, à mon avis, elle doit être prise d'un point de vue diplomatique, presque géopolitique. Vous avez à quelques heures de Mayotte les Comores, qui est un État corrompu, autoritaire, un peu voyou entre guillemets, qui pousse d'abord, qui entretient une misère terrible de la part de sa population et qui donc la pousse à venir massivement à Mayotte pour s'enfuir. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que même si Mayotte est une terre dans un état catastrophique du point de vue de la métropole, ça reste un endroit attractif par rapport à ce territoire entre guillemets quasiment limitrophes que sont les Comores. Et donc face à cela, je crois qu'il y a une question qui va se poser, et en fait qui se pose beaucoup pour, de manière générale, les relations diplomatiques françaises. Qu'est-ce qu'on fait quand on donne par exemple de l'aide au développement à un régime qui non seulement se comporte extrêmement mal vis-à-vis de sa propre population, mais qui n'a aucun respect pour nous?
et qui est dans une logique de rapport de force, qui est dans une logique de relations déloyales. Cette question-là, elle se pose. Donc je crois aussi que sur l'avenir de Mayotte, ça va être la relation avec les Comores mériterait d'être revue, et je pense que François Bayrou avait ça en tête quand il parlait ce matin de la question de l'immigration. On va justement écouter François Bayrou sur cette question du droit du sol. Quiconque prétendrait qu'il n'y a pas de problème d'immigration brûlant à Mayotte serait irresponsable. À Mayotte et en Guyane, il y a des difficultés très particulières, très localisées. Il faut savoir que les obligations de quitter le territoire français, on dit qu'on en exécute 7%, ça veut dire que 93% ne sont pas exécutés, mais dans les 7%, au moins la moitié sont exécutés à Mayotte et en Guyane. Et on avait fait le procès, vous vous en souvenez, à Bruno Retailleau d'avoir évoqué très tôt, c'est vrai, peut-être que le timing n'était pas idéal, mais ce droit du sol, Vincent Roy, aujourd'hui, ce sujet est incontournable. C'est la question centrale. Je suis obligé de, encore une fois, même si ça me fait beaucoup de peine de souscrire à tout ce qu'a dit Nathan Devers. Attention. Mais je vire très mal. Mais c'est évident. Il faut comprendre que les Comoriens qui viennent sur le sol français ne le font pas de gaieté de cœur. D'ailleurs, de manière générale, l'immigration ne se fait pas de gaieté de cœur. Songez que dans l'Antiquité, l'exil était une peine, et c'est une peine dramatique. Bon, donc évidemment qu'ils viennent là. Concrètement, que fait-on ? Alors voilà. Alors, évidemment qu'il va falloir, parce qu'on donne beaucoup d'argent aux Comores, il va falloir peser de tout notre poids sur les Comores, savoir exactement où va cette aide au développement, parce que l'argent qu'on donne aux Comores, finalement, on ne sait, c'est un État extrêmement corrompu, on ne sait pas trop où il va. Supprimer le droit du sol, évidemment, on peut couper l'afflux, mais dans quel état on va laisser les populations qui n'ont qu'une solution, précisément, c'est de fuir. Donc, toute la question est un dialogue qui doit, mais alors vraiment un dialogue serré, musclé, qui doit s'établir entre le gouvernement français et les Comores, de manière à faire en sorte que la situation, 1, s'apaise, et 2, qu'on n'ait pas à supporter l'impéritie d'un pouvoir totalement corrompu. Et c'est dans cette négociation que vont naître un certain nombre de solutions. Je vois pas comment on peut faire autrement. On imagine qu'ils y ont déjà pensé quand même, cette coopération, ce dialogue, il a déjà débuté depuis longtemps, Nathan Devers. Pas tout à fait. Alors déjà, moi je suis tout à fait d'accord avec Vincent quand il disait qu'il était d'accord avec moi. Vous êtes toujours d'accord. Non, mais pas tout à fait, parce que la question, à mon avis, elle est... Je veux bien qu'on dise que retirer le droit du sol, ça pourrait avoir un effet, si vous voulez, de diminuer l'attractivité de Mayotte par rapport aux habitants des Comores. Moi, là où ça me pose un problème, c'est que c'était ce que Derrida appelait une logique d'auto-immunité. Pour combattre un mal extérieur, on détruit de l'intérieur notre propre modèle. Si vous voulez, le risque est grand qu'on commence par remettre en cause le droit du sol dans certaines circonstances, ou en l'occurrence dans certains endroits exceptionnels, comme à Mayotte, en disant là, écoutez, c'est l'urgence qui le justifie, on n'a rien contre le droit du sol en soi, c'est vraiment ici et maintenant, et voilà. Bon, et que évidemment après, on commence à élargir cette logique, et que demain, on se retrouve à poser la question de supprimer le droit du sol tout court, ce qui serait, si vous voulez, quelque chose d'absolument pas neutre, et qui ferait revoir notre conception même de la citoyenneté, et donc de la France, et donc de la société dans laquelle nous voulons vivre. Il me semble que la solution la plus pertinente, si on veut prendre la question migratoire au sérieux, c'était d'ailleurs même celle que même Nicolas Sarkozy disait, lui qui n'est pas un internationaliste qui chante l'humanité tous les matins sous la douche. Nicolas Sarkozy disait, si on veut vraiment penser la question de l'immigration, la vraie solution se situe entre guillemets dans le co-développement, c'est-à-dire dans le fait de faire en sorte qu'au départ, là par exemple depuis les Comores, les gens aient moins de raisons d'avoir à fuir massivement ce territoire. Évidemment. Et donc pour cela, on ne peut pas se satisfaire d'un régime corrompu. Et s'il fallait choisir, par exemple, entre supprimer l'aide au développement aux Comores, tant que les Comores ne changent pas leur comportement, et donc c'est-à-dire la conditionner à un changement de politique, ou supprimer le droit du sol, je pense que c'est évidemment la première perspective qui est beaucoup plus fidèle à nos principes, à notre conception de la citoyenneté, et deux, même qui est peut-être plus efficace, parce que ça empêchera les gens de vouloir partir massivement de ce territoire. Il faut supprimer. Je vous redonne la parole dans quelques instants, on va marquer une petite pause. Il est 13h28, vous écoutez Stéphanie Demuru, à tout de suite sur Europe 1.
13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Stéphanie Demuru jusqu'à 14h. Et avec vous aujourd'hui, pour décrypter l'actualité, Stéphanie, l'écrivain et philosophe Nathan Dever et le journaliste et écrivain Vincent Roy. Et avec Nathan Dever et Vincent Roy, on continue de parler de cette visite de François Bayrou à Mayotte. Je voudrais vous faire réagir sur ces propos d'une habitante de Mayotte. Elle était sur CNews ce matin et elle déplore le flux constant de migrants depuis les Comores. Écoutez. Les Mahorais sont en conflit depuis de longue date avec nos voisins comoriens et c'est un problème qui aurait dû être réglé depuis déjà de longues années. Malheureusement, on souffre puisque nous sommes en guerre. Vous ne le savez peut-être pas, mais on se bat tous les jours en demandant de l'aide. Aidez-nous justement à empêcher cette immigration massive qui pollue, qui tue et qui détruise notre île. Aujourd'hui, rien ne pourra se faire tant qu'on n'a pas réglé cette problématique. Vincent Roy, oui. Vous entendez cette habitante, nous sommes en guerre. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des discours dans des studios de télévision. À Paris, il y a cette réalité du terrain qui est difficile. Il y a 3 grands problèmes. Le premier, on en a parlé, effectivement, l'immigration. Et cette habitante a raison de le dire, parce que ça se passe très mal en plus entre les Mahorais et les Comoriens qui viennent d'une certaine manière et dans un certain nombre de cas, pas tous encore une fois, il n'est pas question d'ensembliser, mais qui viennent les assiéger littéralement, puisqu'on voit des cars scolaires qui sont caillassés. Il y a ce premier problème. Le deuxième problème, c'est que la moitié de la population a moins de 18 ans. Et donc, c'est un vrai problème. Et le troisième problème, c'est effectivement l'éducation, parce que on sait que il y a à peine la moitié des gens qui vivent sur le sol de Mayotte, des enfants qui vivent sur le sol de Mayotte et qui sont scolarisés. Et c'est sans doute la présence, ce qui justifie d'ailleurs la présence de Madame Elisabeth Borne. Savez-vous que dans certaines écoles, on met dans la classe un rideau, donc il y en a d'abord qui ont cours, il y a des enfants qui n'ont cours que le matin ou que l'après-midi parce qu'il y a des problèmes de place, et puis on fait double classe, on met un rideau au milieu de la classe pour certains élèves, pour s'occuper de certains élèves, puis après d'autres élèves, enfin c'est un bazar incommensurable, ce qui fait que le service minimum éducatif, en tous les cas pour la moitié des élèves, n'est plus assuré. Donc il y a ces 3 problèmes à régler. Et puis enfin, le 4e problème qui est celui de l'argent, parce que monsieur Bayrou vient, comme je vous le disais, avec un chéquier. Alors, ce qu'on peut peut-être imaginer en restant positif, c'est qu'il vient véritablement avec sa boîte à outils, avec des solutions qui vont pouvoir s'appliquer hic et nunc, parce que Mayotte n'a plus le temps d'attendre. Lui dit 2 ans pour reconstruire. Le président de la République avait dit 5 ans, il doit être obsédé par Notre-Dame. Là, encore plus fort, 2 ans. Ça demande des moyens, ça demande de s'y attaquer, et ça demande de changer de comportement par rapport à Mayotte, qui est une île qu'on a laissée en déshérence dans cet archipel depuis quand même bien des années. On peut quand même pas dire qu'on soit bien occupé de Mayotte, d'autant qu'il y a eu cette affaire de la départementalisation due à Sarkozy, qui n'était pas, à mon sens, très heureuse. Nathan Dever, comment fait-on? Parce que reconstruire, certes, mais bon, il y a très peu de foncier à Mayotte, c'est une île très escarpée, il y a aussi peu de matériel, c'est compliqué d'amener du matériel là-bas, il y a peu de place. Comment fait-on concrètement? Je crois que, d'abord, je pense que les mesures précises seront annoncées par François Bayrou, mais je crois que ce qui est important en parler de Notre-Dame, c'est quand même de partir du principe que quand il y a un volontarisme politique absolu, ce volontarisme-là peut s'appliquer. On l'a vu dans des cas heureux ou dans des cas malheureux ces dernières années, on l'a vu au moment du Covid, je pense pour le pire, la volonté politique a réussi à faire des choses absolument au prix extrêmes. D'une dette certaine, exactement. je vous rappelle. On l'a vu pendant Notre-Dame, et on l'a vu pendant les Jeux Olympiques, là, pour le meilleur. Et qu'est-ce qui s'est passé, notamment pour Notre-Dame? C'est que, mu par l'urgence, et mu par l'ambition, on a laissé de côté toutes les normes bureaucratiques, tous les petits obstacles. Alors ça, c'est l'intérêt de la loi spéciale, effectivement. Exactement. Et donc je crois que quand on est dans cette logique-là, cette logique de grandeur, de rapidité, d'efficacité, d'utilité, et de refuser, si vous voulez, de se laisser paralyser en permanence par 1001 contraintes un peu plus ou moins artificielles, ça déjà c'est une piste où le volontarisme politique a pu, ces dernières années, donner des effets concrets. Alors, est-ce que ça marchera à Mayotte? Personne ne peut le dire pour l'instant. Mais en tout cas, si on reste dans le même esprit, c'est pour ça que l'esprit Notre-Dame,
Ouais. Peut-être que c'est un peu une sorte de mirage d'Emmanuel Macron, mais en tout cas, ça a marché pour Notre-Dame. Il y avait eu aussi des milliards de dons. Hein, oui, c'est ça, là, exactement. Est-ce que vous savez, enfin, là, je vais peut-être poser une question pas tabou, parce que voilà, personne n'ira critiquer qu'on donne de l'argent pour Mayotte, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'urgences en France, il y a beaucoup de secteurs qui sont fort mécontents. Est-ce qu'il y aura cette adhésion, cette écoutez, on peut l'espérer, parce qu'il y a quand même des gens qui grande. Écoutez, on peut l'espérer, il y a quand même des gens qui sont en péril. Mais vous voyez la musique qu'on entend à chaque fois. Oh, on trouve les milliards pour ça et pas pour ça. Écoutez, c'est très français peut-être aussi. Non, mais je me fais l'avocat du diable. Mais cet argent, il n'y a pas de budget qui est voté à ce stade, Vincent. Parions sur le fait que là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Hölderlin. On va essayer, on va parier là-dessus, parce que on peut pas laisser une portion importante de l'État français dans ces conditions. Donc, donnons toute sa chance à François Bayrou et toute leur chance aux Mahorais. On peut pas se contenter ici de dire, bah oui, mais finalement, il y a beaucoup d'autres urgences. Non, là, il y a des urgences sanitaires. J'anticipe certaines il y a des questions humaines qui se posent. Mais s'il y avait des gens qui réagissaient comme ça poserait un problème énorme. Parce que imaginons qu'il y ait une catastrophe naturelle, je sais pas, à Nice, à Bordeaux, personne ne dirait, ah là, ça va coûter cher de reconstruire Nice ou Bordeaux. Donc Mayotte, c'est en France, point final. Ouais. Non, évidemment. Enjeu de reconstruction et de sécurité pour les habitants, enjeu politique également, avec le premier grand déplacement du gouvernement Bayrou, accompagné de 5 ministres, dont Elisabeth Borne, on l'a dit tout à l'heure, et Manuel Valls. Évidemment, ça sera forcément une séquence politique extrêmement scrutée, Nathan Dever. Oui, probablement. Ensuite, je crois que ça n'intéresse pas tellement les Français de penser aux ambitions des uns et des autres et aux enjeux vraiment politiciens de la chose. C'est vrai que ce gouvernement, c'est un peu le premier acte de l'élection présidentielle, avec chacun qui essaye d'aligner les pions sur son échiquier personnel, avec les uns qui reviennent, qui sont ravis après 10 ans mis à l'écart du gouvernement, 7 ans, de retrouver comme ça le pouvoir. Très bien, ça les intéresse peut-être eux, on en est ravis pour eux, mais je crois quand même qu'on est dans des enjeux beaucoup trop graves, aussi bien sur la question de Mayotte que sur en fait tous les dossiers, et que en plus d'ailleurs ce gouvernement-là, il a évidemment une dimension de sursis, parce que si ça échoue, venir, c'est en ce sens que c'est intéressant. Exactement. Donc on leur souhaite de réussir, non pas pour eux, mais pour la stabilité de la politique française. Vincent Roy. Écoutez, moi, en tous les cas, ce que j'observe, si on veut faire de la politique aérienne, puisqu'il faut bien en faire 5 minutes, Monsieur Retailleau s'est déplacé le premier à Mayotte. Là, maintenant, il est au sein d'un duo qui a avec Monsieur Darmanin, sur lequel tous les projecteurs sont braqués. Et voici maintenant que le Premier ministre se déplace avec 2 ministres dits de gauche, de ministres importants, de ministres d'État, je le répète, Monsieur Valls et Madame Borne, à Mayotte. Il y a peut-être là un signal d'envoyer de la part de Monsieur Bayrou, puisqu'on aurait pu tout aussi bien imaginer que Monsieur Bayrou demande au ministre de l'Intérieur de se déplacer avec lui. Or, ça n'a pas été le cas. Le ministre de l'Intérieur aurait également tout intérêt à participer aux débats aux consultations qui vont avoir lieu aujourd'hui, et notamment dans l'application de la loi spéciale, il a sans doute un rôle à jouer. Non, Monsieur Bayrou a décidé d'y aller avec 2 ministres de gauche. Voilà, c'est sans doute un signal lancé. Vous savez, à mon avis, dans ces déplacements... Les socialistes vont-ils être sensibles? Voilà. Rien, à mon sens, rien n'est fait au hasard dans cette affaire non plus. Il n'y a pas de place c'est pour ça que je vous pose la question, Nathan Dever. Vous croyez que la gauche va être sensible justement à ces ministres de gauche? On a vu que la grève prenait pas forcément. Il y avait au contraire beaucoup de critiques à l'endroit de Manuel Valls. Écoutez, les insultes qu'il y a eu sur Manuel Valls, la vague de haine qu'il déclenche sont absolument scandaleuses, indéfendables, et ça en dit très très long d'une sorte de, non seulement de médiocrité, mais presque de pulsion de mort qui s'est emparée d'une grande partie de la gauche française. En ayant dit cela, et en restant dans la critique politique avec le respect, je crois qu'on peut comprendre légitimement, aussi bien dans le cas de Manuel Valls que dans le cas d'Elisabeth Borne, que l'électorat français de gauche ait un peu de réticence à se reconnaître dans leur projet, je ne sais pas, mais en tout cas dans leur passé politique. Parce que pour l'une, ça a été la loi sur la réforme des retraites,
qui n'était pas particulièrement une avancée sociale saluée par la gauche comme une sorte de résurgence du Front populaire de 36. De surcroît. En plus, mais même si à la limite, même sans le 49.3, je crois que c'est pas exactement le genre de projet qui fait vraiment fantasmer et rêver l'électorat de gauche. Et pour Manuel Valls, c'est le souvenir aussi des réformes impopulaires qu'il avait portées quand il travaillait sous François Hollande, différents ministères. Et évidemment que le mandat de François Hollande a incarné quand même l'échec d'un certain parti socialiste. Peut-être d'ailleurs que c'était un échec un peu injuste, parce que entre les promesses qu'il avait faites en 2012, le discours du Bourget, il n'y avait pas que la phrase sur l'ennemi qui est la finance. Ça, c'était juste une phrase sortie de son contexte. Entre ce discours-là et ce qu'il a fait, globalement, il n'y avait pas non plus un si grand écart. Mais en tout cas, ça a quand même été l'échec de ce parti socialiste. Et c'est vrai que c'est tout le problème aujourd'hui de la gauche, qu'elle est tiraillée entre, d'une part, un nouveau Front populaire qui est lui-même aimanté par la France insoumise, je parlais de la pulsion de mort, et de l'autre, par une gauche qui respecte certes les principes de la République, etc., mais qui n'a pas réussi à porter un projet de progrès social. Et donc, espérons qu'une troisième voie puisse être construite en France dans les prochaines années. Parce qu'il demeure qu'on peut légitimement se poser, non sans ironie, la question suivante: Manuel Valls est-il toujours de gauche ? Enfin, il y a bien longtemps qu'il en a abandonné. Les socialistes vous diront non. Qu'il a abandonné son parti en se retirant du Parti socialiste, et en même temps, dans un certain nombre de ses prises de position, je ne retrouve pas là l'homme de gauche à l'ancienne que j'ai pu connaître jadis. Donc, il est légitime de se poser cette question. Et si la réponse est non, eh bien cette réponse explique pourquoi il y a des affections de la part des gens de gauche de manière générale pour Manuel Valls, ce qui n'implique pas et ce qui ne justifie pas qu'on puisse l'insulter, comme l'a rappelé Nathan. Ça, c'est une certitude. Mais enfin, tout de même, voilà, il n'est pas. D'ailleurs, on le prend au gouvernement, on se demande bien pourquoi, parce que c'est pas quelqu'un qui va ramener des voix de gauche. Mais en même temps, les ministres de gauche il n'y a pas de ministres de gauche, ils n'ont pas voulu y aller. Les partis de gauche n'ont pas souhaité participer au gouvernement. Messieurs, on change de sujet. On va parler tout à l'heure des enjeux de sécurité pour cette Saint-Sylvestre, puisque c'est déjà demain, J-1 avant le réveillon. Restez bien avec nous, il est 13h44 sur Europe 1. Vous écoutez Stéphanie Demeru. À tout de suite. Europe 1, 13h.